Et en réalité, derrière cette standardisation, il y a deux très puissants moteurs. Il y a la rationalité néolibérale, on l'a souvent dit, puis il y en a un autre qui est la gestion du risque. C'est-à-dire qu'on normalise, on gère le risque. Et en fait, cette gestion du risque, c'est un nihilisme, c'est une pulsion de mort. Les mesures qu'il prônait affaiblissaient les pauvres. Et le plus stupéfiant est que les pauvres votaient pour lui. Les 14 critères pour caractériser et identifier le fascisme, le nationalisme, le virilisme, le culte de la tradition, l'anti-intellectualisme. Et ce qu'il proposait, c'était d'en ajouter un, qui était l'écoscepticisme. Donc on va reprendre, je vous invite à regagner vos places. Donc notre troisième table ronde est présidée par Elsa El-Hachem Kirby, qui est sociologue et économiste. Elle a été maîtresse de conférences à l'université libanaise jusqu'en 2023 et exerce actuellement en tant qu'enseignante-chercheur contractuelle au sein de plusieurs institutions d'enseignement supérieur à Paris. Ses travaux de recherche portent sur des thèmes associés à l'entrepreneuriat, la mobilité sociale, l'émigration internationale, les mutations identitaires, ainsi que l'enseignement supérieur et les transformations institutionnelles en période de crise. Elle a récemment contribué à un ouvrage collectif que je vous montre ici, Les universités libanaises dans la crise, publié aux éditions Al-Farabi en septembre. Et donc, elle a co-coordonné pendant 3 ans. Son chapitre porte sur la crise multidimensionnelle et ses effets sur les reconfigurations institutionnelles de l'enseignement supérieur. Et je lui passe tout de suite la parole. Je vous remercie pour la présentation. Et à mon tour, je vais avoir le plaisir de vous présenter les personnes réunies pour cette table ronde. Mais avant cela, permettez-moi de donner quelques éléments sur le contexte qui, je crois, éclaire le sujet de cette table ronde, donc intitulée « Écosystème institutionnel et valeurs du soin ». Donc, je vais parler du système de santé français qui traverse une crise profonde, amplifiée par des réformes qui, bien que présentées comme ambitieuses, révèlent des contradictions flagrantes. D'ailleurs, ça m'a fait penser au système de discours mentionné ce matin par Roland Gori. Alors, en 2021, il y a eu le Ségur de la santé avec l'annonce de 8 milliards d'euros qui allaient être utilisés pour revaloriser les salaires, 6 milliards pour moderniser les infrastructures et 15 000 recrutements. Donc, cela incarne une volonté politique affichée de renforcer le secteur hospitalier. Néanmoins, ces mesures sont contredites par des décisions et une logique technocratique qui est largement dictée par ce qui s'apparente à une vision marchande. Et celle-ci montre indéniablement ses limites. Donc, à la rentrée de septembre 2024, suite à la réforme de la formation médicale, il y a eu une réduction de 1500 postes d'internes. À cela s'ajoute la fermeture des lits d'hôpitaux qui se poursuit. Donc, par exemple, le projet de l'hôpital de Saint-Ouen qui va remplacer les hôpitaux Bichat et Beaujean, eh bien, la capacité d'accueil de ce nouvel hôpital va être réduite par rapport aux 2 hôpitaux qu'il est censé remplacer. Donc cela donne, ces exemples illustrent une priorité qui est donnée à autre chose qu'à la réponse aux besoins croissants des patients. Et en parallèle, malgré les dépenses hospitalières qui représentent 4,1% du PIB, donc c'est parmi les plus élevés d'Europe, le salaire moyen des infirmiers reste inférieur de 7% à la moyenne nationale. Et cela contribue évidemment à saper l'attractivité des professionnels de santé, des professions de santé. Donc cette logique de rationalisation comptable dont on témoigne va privilégier la réduction des coûts et une gestion bureaucratique au détriment des soignants et des patients. Elle engendre des dysfonctionnements comme une mauvaise coordination avec la médecine de ville et multiplie des actes inutiles. Et pourtant, les besoins explosent avec une population vieillissante et une augmentation des maladies chroniques qui résulte en partie
de nos modes de vie sédentaires, de notre alimentation surchargée en sucre ajouté et en produits transformés. Donc, ceci met en lumière les limites d'un système hospitalier de plus en plus orienté vers l'optimisation financière plutôt que vers le soin. C'est donc dans ce cadre ou dans ce contexte que s'inscrivent les interventions que nous allons avoir le plaisir d'écouter. Voilà, je referme mon laïus et je commence par vous présenter notre discutante, Rosaine Lebert, qui a dirigé qui a co-dirigé l'ouvrage intitulé « Dire la maladie » qui a été publié en 2022. Donc, Rosaine Lebert est philosophe. Sa thèse doctorale porte sur le deuil à la croisée des préoccupations individuelles et collectives. Donc, elle travaille actuellement au sein du Centre d'éthique médicale de l'Institut catholique de Lille, où elle explore des thématiques liées aux soins, notamment les soins palliatifs, la fin de vie et les questions d'éthique en lien avec ces moments critiques de l'existence. Elle s'intéresse notamment aux questions portant sur les fondements de la responsabilité sociale et politique liée au deuil, sur la préoccupation collective par rapport aux morts, la crise dans la maladie et la vie du sujet qui peut avoir des échos avec le monde qui l'entoure. Voilà, nous allons à présent écouter l'intervention conjointe de Bruno Dalla Porta et Farrugia Ossini, qui sont médecins et philosophes et qui ont lancé un mouvement qui s'appelle la riposte poétique. Les valeurs du soin sont les valeurs de demain. Alors, avant qu'ils ne se présentent, je tiens juste à mentionner les livres dont ils sont auteurs, co-auteurs. Le livre intitulé « Tuer les gens, tuer la terre ». Donc, vous avez coécrit ce livre qui a été publié cette année. Et Bruno Dalla Porta a publié « Prendre soin du prochain, prendre soin du lointain » en 2021, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Eh bien, je vous invite à prendre la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors d'abord un bonjour et un merci. Merci à Alexandre Sinagnan et puis à toute cette équipe de Choc pour avoir organisé cette grande journée, aux absents aussi, et puis à toutes les personnes invisibles qui contribuent comme toujours à l'organisation et à l'accueil de ce type de rencontres. Alors on a fait tout au long de cette journée, beaucoup de constats, des analyses très intéressantes. On a fait beaucoup de diagnostics. Et à présent, on voudrait justement évoquer la question d'une action qu'on aimerait vous présenter, et en effet qu'on va mener et qui s'appelle la riposte poétique. Les valeurs du soin sont les valeurs de demain. On va vous en dire un mot, peut-être se présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on a fait beaucoup de constats, mais les constats, on les connaît maintenant, ça circule partout. Et aujourd'hui, il s'agit non plus d'être déploratif, mais d'être imaginatif. Donc voilà, notre proposition va être imaginative. Et on a même, en fait, en perspective de lancer un mouvement au Théâtre de la Colline, on vous l'expliquera au fur et à mesure, qui va s'appeler « Les valeurs du soin sont les valeurs de demain ». Changer de constitution. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de dire les valeurs du soin n'ont jamais été rehaussées au niveau d'un programme politique. Les valeurs du soin, c'est en fait Carole Gilligan en 82, c'est Joanne Tronto, et en fait, les valeurs du soin n'ont jamais réussi à être une action politique. Donc nous, on va se poser la question de comment l'incarner dans les institutions, puisque c'est le titre, mais même au niveau de la Constitution, au niveau de l'Assemblée nationale. Donc on a comme ça une riposte imaginative, une riposte créative à partir des valeurs du soin. Alors le plan de notre intervention, donc je propose que Bruno fasse comme ça 20 minutes d'intervention. Il va reprendre peut-être philosophiquement ce qui a pu circuler tout au long de la journée, de façon très libre, en lien avec l'action qu'on propose. Et puis ensuite, on vous présentera pendant 13 minutes 35 exactement une petite composition, en fait une surprise philosophico-poétique qu'on a composée. Justement pour illustrer un petit peu tout ça et vous faire sentir de quoi il s'agit. Voilà. Donc en fait, j'ai plus de voix. Je vais reprendre ce que disait Elsa à l'instant. En fait, les valeurs du soin, c'est quelque chose d'extrêmement fort.
Je reprends ce que tu disais. Dans nos hôpitaux, il y a une standardisation de plus en plus envahissante des pratiques qui amène à un désenchantement des soignants. Il y a une prolifération de normes, d'indicateurs qui entraîne un désabusement. Et en réalité, derrière cette standardisation, il y a deux très puissants moteurs. Il y a la rationalité néolibérale, on l'a souvent dit. Puis il y en a un autre qui est la gestion du risque. C'est-à-dire qu'on normalise, on gère le risque. Et en fait, cette gestion du risque, c'est un nihilisme, c'est une pulsion de mort. Voilà. Donc c'est pour dire que tout s'accélère, les rendements, on industrialise, on mécanise, etc. Et en réalité, les soignants sont des grands combattants. Les soignants sont des grands militants de la démocratie parce qu'en défendant les valeurs du soin, ils défendent quelque chose de politique. En revanche, ils n'ont pas thématisé les valeurs du soin à un niveau vraiment philosophique et existentiel. C'est-à-dire qu'ils ont des pratiques et en réalité, ils sont des grands combattants parce que malgré l'augmentation des rendements, la perte des effectifs, ils vont prendre le temps, poser la main sur une épaule d'une personne qui est un peu dans le chagrin, ils vont accepter la vérité de la rencontre, le risque, etc. Mais sous leur pratique, il y a ce que nous on appelle les valeurs du soin. Et quand on dit valeurs du soin, on le rehausse à un niveau philosophique. Et notre hypothèse, notre proposition imaginative, c'est qu'en fait, les valeurs du soin sont des valeurs de la démocratie et que le soin qu'on porte au corps malade a quelque chose à nous dire du soin qu'il faudrait porter au corps social malade et du soin qu'il faudrait porter à la terre malade. Donc l'idée, c'est que les soignants, les professionnels, sont assis sur un trésor philosophique qu'il faut en fait rehausser à un niveau politique. Tu es d'accord avec ça ? Je continue pour dire qu'est-ce que c'est que les valeurs du soin, pour qu'on se comprenne. Les valeurs du soin, d'abord, c'est une responsabilité à l'égard de la vulnérabilité d'une personne, mais qu'on peut élargir à une responsabilité à l'égard des écosystèmes vulnérables. Ou encore, les valeurs du soin, c'est un faire des soins technicien, les imageries, les perfusions, les pouces-seringues, mais c'est aussi un prendre soin. C'est-à-dire c'est une vérité de la rencontre, c'est une vérité de la présence. Et là encore, le prendre soin, ça peut être le prendre soin de soi, des autres, prendre soin des autres humains et non humains, et aussi prendre soin de notre monde commun, présent, mais futur, à venir. Donc en fait, c'est une vérité de la rencontre, c'est une responsabilité. Le soin, c'est également une hospitalité. Vous savez que hôpital et hospitalité ont une étymologie commune. Moi, je suis néphrologue, je travaille en dialyse. En fait, on est hospitalier. Le service accueille. L'hospitalité, c'est quelque chose qui se donne, c'est quelque chose qui s'offre. Et l'hospitalité, c'est offrir le gîte et le couvert. Mais en médecine, on offre le gîte et le couvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il m'arrive d'être réveillé la nuit à 2 heures du matin. Et donc, on va être comme ça dans une logique du don et du contre-don. C'est-à-dire que l'hôpital n'est pas qu'une économie monétaire, c'est aussi une économie du don. Quand il y a eu le Covid, dans mon service, les personnes agonisaient à l'extérieur, plus de place en réa, on a poussé les murs, les professionnels se sont démenés, et en fait, ils n'étaient pas dans une économie marchande. Ils n'ont jamais demandé à la direction comment ils allaient être payés. Ils ont fait la biblio la nuit, trouvé des machines, et en réalité, c'est une économie du don qui est une économie comme ça de l'économie de la dette de naissance, quelque part, qui est très différente de l'économie marchande. Et puis, soigner, c'est aussi rendre le monde habitable pour autrui. Moi, si j'accueille une personne la nuit, en fait, je soigne le singleton, l'individu, mais je soigne l'environnement de la personne. Je rends son monde habitable afin de repousser sa mortalité. C'est-à-dire que je vais soigner le singleton, mais je vais amener des nutriments par un plateau, je vais amener de l'oxygène du mur, une machine de dialyse, etc. Donc en fait, on ne soigne jamais une personne isolée, on soigne un environnement. C'est pour ça que les valeurs du soin, responsabilité, vérité, hospitalité, habitabilité commune, les valeurs du soin, si on les thématise de façon très rigoureuse, en fait, ce sont des valeurs qui sont les valeurs de l'habitation commune. C'est une sagesse de l'habitation commune. Et les valeurs du soin, c'est habiter, vivre, soigner, mais ça peut être élargi. C'est une responsabilité qui peut être élargie du visage au paysage. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par soignant, il s'agit d'élargir ce terme. Il s'agit de l'élargir, je veux dire par là, ça ne concerne pas que les professionnels de la santé, ça concerne tout soigneur, c'est-à-dire toute personne qui prend soin. De notre monde commun, qui prend soin, comme le cabinet Practice, de la relation
entre les professionnels, qu'il s'agisse des réparateurs d'objets, vous savez, cette espèce en voie de disparition à cause de l'obsolescence programmée, des personnes qui prennent soin des jardins, de notre alimentation, là encore, de notre monde commun, des enseignants qui prennent soin de nos enfants, de leur avenir. Donc vous voyez, il s'agit de retrouver en chacun de nous, justement, cette fibre de soigneur, parce que c'est le trésor philosophique qui va nous permettre de changer de paradigme, justement, de faire cette fameuse conversion existentielle. Et ce sur quoi j'insiste par rapport à ce que vient de dire Bruno, c'est de distinguer dans le soin, il y a le faire des soins, qui est un faire des soins technique, c'est en effet tout ce qu'on a évoqué du progrès qui permet de réduire la mortalité, etc. Évidemment que c'est très très important. Donc c'est un soin technique qui est de la maîtrise, de la prédictibilité, du calculable, du protocolisable, etc. Mais il y a aussi une autre branche de la valeur du soin qui est le prendre soin. Et le prendre soin, ce n'est pas une maîtrise, c'est un accueil, c'est la présence sensible vis-à-vis de l'autre. Et ça, c'est invisibilisé, c'est maltraité, c'est déconsidéré, parce que ce n'est pas comptable. Donc je crois vraiment que cette conversion, elle est très importante. Sinon, on va ne valoriser que la dimension technique qui est actuellement mise en avant, au détriment de la dimension existentielle et humaniste. Oui, est-ce que tu peux expliquer? Donc on a le mot riposte poétique, les valeurs du soin sont les valeurs de demain. Donc riposte poétique, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans. En fait, c'est lié, tu vas peut-être dire un mot, c'est lié à la métaphore, c'est lié à l'imagination. On y reviendra plus tard, je pense. Je ne sais pas si tu veux dire un mot sur la riposte poétique. Alors, pourquoi la riposte poétique? Vous savez, en fait, on l'a dit ce matin un petit peu comme ça, entre les lignes, en fait, ce dont le monde crève aujourd'hui, c'est pas de la domination, de l'exploitation, de toutes ces choses. Je vais avoir la lumière dans l'œil. En fait, c'est le manque d'imagination. Il y a Gunther Anders qui dit une phrase assez proche. C'est le manque d'imagination, le pire. Voyez-vous, parce que sans l'imagination, mais une imagination créative, pas celle qui va reproduire la loi des possibles, mais une imagination réelle, c'est-à-dire celle qui fait qu'ensemble, on va se mettre à imaginer un autre monde, mais un monde qui est déjà là, en fait, dans les valeurs du soin, précisément, que chacune et chacun d'entre nous, on acte déjà dans nos pratiques quotidiennes, dans nos vies. Et donc, il s'agit aujourd'hui de les nommer, parce que nommer, c'est faire exister. Sinon, ça n'existe pas dans la mesure où, effectivement, le cadre actuel ne fait que comptabiliser ce qui, d'après eux, existe. Or, une autre valeur existe. Et pourquoi la riposte poétique? Mais là, peut-être tu le reprendras philosophiquement. C'est l'idée que la poiesis, en grec, vous savez, c'est la production. C'est comment quelque chose de neuf émerge dans le monde. Comment une innovation réelle qui va faire sens va pouvoir être éprouvée. Et cette nouveauté, elle survient par extravagance. Elle ne peut pas être par calcul. Je veux dire par là que l'image poétique, la réelle création, ne peut pas émerger de l'ancien monde avec ses anciennes normes, qui, eux, ne vont faire que des réarrangements, des compositions, ils vont tourner l'objet comme ceci, comme cela, mais il n'y aura pas de création réelle. Voilà pourquoi la riposte est poétique et qu'elle est de notre responsabilité collective aussi. C'est-à-dire, il s'agit aujourd'hui, on l'entend partout, de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires, mais attention, pas n'importe quel récit. Je veux dire, Trump, c'est un récit, l'identitarisme, c'est un récit. Et donc, celui que nous proposons de soutenir, c'est celui qui est orienté philosophiquement par les valeurs du soin, précisément. Oui. Donc là, l'idée, c'est de savoir comment on va rehausser les valeurs du soin à un niveau politique. Donc, on a vu il y a d'abord Pierre Rosan-Vallon qui a expliqué qu'il y a une tragédie des horizons. Il explique assez longtemps d'ailleurs qu'en réalité, l'Assemblée nationale, c'est du court terme, c'est de la concurrence des intérêts, très bien, il le faut, mais qu'en réalité, on regarde tout, j'ai plus mes lunettes là, on regarde tout avec des lunettes de court terme. Et en réalité, on est incapable de regarder le long terme, le futur, la Terre, les générations qui viennent. Et il dit qu'on a une myopie et qu'en revanche, on n'est pas capable de mettre les deux lunettes les unes en face des autres. Et d'ailleurs, on voit trouble quand on met les deux. Et ça a été repris par Dominique Bourg, qui a écrit un livre qui s'appelle « Pour une 6e République ». Et Dominique Bourg dit, voilà, finalement, il faudrait qu'on change la constitution, parce que nous sommes le peuple des vivants, mais aussi le peuple qui représentons les autres vivants non humains. Et il faudrait avoir... puisque l'idée c'est crise institutionnelle, d'après ce que j'ai compris, ça veut dire aussi quelle imagination institutionnelle, quelle innovation institutionnelle. Et donc ce qu'on va faire comme narration avec Farrugia au Théâtre de la Concorde, c'est de se dire finalement, Assemblée nationale, très bien, court terme, individu, représentativité, mais on voudrait créer une autre chambre, comme le propose Dominique Bourg, qui soit une chambre des valeurs du soin,
qui soit une chambre des valeurs du soin éloignées au lointain, et qui soit une chambre du futur, une maison du futur. Et que finalement, s'il y avait une tension dynamique entre le court terme et le long terme, entre les intérêts anthropocentrés et la vision sur le vivant, eh bien en fait, cette tension dynamique entre les deux registres, ça réouvre l'imagination. Parce que c'est lorsqu'on crée une figure étrangère, qu'on met en tension féconde avec de l'ancien, que le sens est ravivé, que des propositions signifiantes possibles peuvent émerger. Et donc, à l'époque, Dominique Bourg avait pensé au CESE, j'ai oublié ce que ça veut dire, le Conseil économique, social et environnemental, c'est ça ? Il avait pensé au CESE pour faire cette chambre du futur. Il y a aussi le Comité national d'éthique, le CCNE, qui est quand même une chambre qui articule les problèmes de santé avec les députés, quoi. Ça clarifie les enjeux en amont. Et donc, avec Farrugia, on s'est dit, on va essayer au Théâtre de la Concorde, parce qu'il y a en fait l'Assemblée nationale qui est ici, il y a la scène qui est là, et juste en face, en bas des Champs-Élysées, il y a l'espace Cardin qui a été ouvert et qui s'appelle le Théâtre de la Concorde. Et on s'est dit, ben voilà, on va partir sur une nouvelle narration où l'Assemblée nationale sera à l'écart imaginatif du Théâtre de la Concorde. Donc on lance un mouvement qui s'appelle Riposte poétique et imagination politique. Et on va faire ça sur tout un cycle, avec des personnes qui viennent, avec des débats citoyens, avec du théâtre, pour se dire finalement, si on crée une maison du futur, qu'est-ce qu'on y met comme valeur de démocratie participative? Qu'est-ce qu'on y met comme valeur de sagesse de l'habitation de la Terre? Et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme lieu pour que, lorsque des lois soient produites par les députés, je suis ici à l'Assemblée nationale, ils puissent en fait faire l'écart imaginatif de venir ici pour envisager comment on crée cette tension entre le court terme et le long terme. Comment on peut imaginer la tension entre l'individu réclamateur et le sujet qui répond à un monde plus vaste que lui. Et donc voilà, c'est ça la proposition. Tu veux rajouter un petit mot ou pas ? Peut-être, alors tout dépend du temps, parce qu'on va le tenir à la seconde près, on vous a promis. Alors vous nous coupez quand on arrive à 30 minutes. 15 minutes. Ok, et donc vous nous coupez directement au milieu de la phrase sans attendre. Dès qu'on a fini. Même pas de... Comme ça ? C'est mieux ? Ok, donc je pars pour un topo de 15 minutes et Farrugia partira sur une scénette théâtrale après de 12-15 minutes quand j'aurai fini. Alors, je vais prendre une seule valeur du soin. Je vous avais dit vérité, responsabilité, hospitalité, habitabilité. Je vais prendre juste la responsabilité pour vous montrer de quoi je parle. Vous savez qu'il y a un phénomène majeur qui est notre agir technique a changé de puissance au XXe siècle. C'est ça le fait métaphysique le plus fort. Autrefois, on avait un agir technique à faible portée. Et en fait, le cercle de notre responsabilité était très proche, était très court dans le temps et dans l'espace. Il y a par exemple... Longtemps, on pouvait mettre une brouette et ses détritus dans la rivière. Mais en fait, un an après, tout était nettoyé. On pouvait mettre le feu à un champ, mais en fait, au niveau de l'espace, c'était très localisé. Et donc, notre responsabilité était au court terme et à la courte distance. Et en fait, avec l'agir technique qui a franchi de puissance, aujourd'hui, on peut provoquer des dommages très éloignés de nous dans les échelles spatiale, temporelle et phylogénétique. Et en fait, c'est ça le fait métaphysique nouveau. Le truc, c'est que, par exemple, il y en a qui sont venus en TGV, on ne se rend pas compte, mais il y a quand même des déchets qui vont nous survivre 50 000 ans. C'est-à-dire que notre agir technique produit quelque chose qui nous dépasse complètement. Ou encore, s'il y en a qui sont venus en voiture, on appuie sur la pédale d'accélérateur, il y a du CO2 qui est relargué, il part dans l'atmosphère, il paraît qu'au bout d'un an, tout est brassé. Donc, quand on appuie sur la pédale, le CO2 se retrouve un jour ou l'autre en haut de l'Everest. Donc ça, c'est un fait extrêmement nouveau, c'est-à-dire qu'avec l'augmentation de la puissance technique, en réalité, le cercle de notre responsabilité doit être élargi du proche, du court terme, au lointain et au long terme. Et ça, c'est un fait extrêmement important. Donc, d'ailleurs, c'est Gunther Anders, ou Hiroshima, on en parlait un peu ce matin. Gunther Anders, c'est un philosophe qui a publié sur la technique après la Seconde Guerre mondiale. C'était le mari d'Hannah Arendt pendant quelques années. Et lui, il a été traumatisé par Hiroshima, par l'ombre d'Hiroshima, par l'ombre immense d'Hiroshima. Et il est rentré en communication avec le pilote qui a survolé Hiroshima et qui a autorisé le largage de la bombe le 6 août 1945. Et en fait, Gunther Anders s'est intéressé à ça parce que Claude Etterlé a présenté des troubles psychiques, il a été devenu délinquant de l'hôpital psychiatrique. Et finalement, l'hypothèse de Gunther Anders, c'est que
aujourd'hui, avec la technique, il y a un décalage entre le faire et le sentir. On a un faire très très puissant dans le temps et dans l'espace, et un sentir qui est très très faible. Il dit finalement, quand le pilote donne le feu vert pour lâcher la bombe, la météo était mitigée, il a dit on y va, en un souffle, 200 000 morts. Et donc, il dit comment peut-on héberger dans son cœur 200 000 morts? Comment peut-on porter dans un psychisme les chagrins de 200 000 familles? Et il dit, l'hypothèse de Anders, c'est de dire que la porte de sortie, ça a été le basculement dans des troubles psychiques importants. Et donc tout ça, c'est pour vous dire que cette thématique a été prise et poursuivie. Et en 1979, il y a Hans Jonas qui publie un très grand livre, qui est un des plus grands livres de philosophie de la seconde moitié du XXe siècle, qui s'appelle Le principe responsabilité. C'est un livre majeur, qu'il essaye de retourner Kant, ce qui n'est pas facile, et à mon sens, il y arrive. Qu'est-ce qu'il dit? On n'a pas le temps de rentrer là-dedans, on va faire très simple. En fait, il dit, voilà, pendant 300 000 ans, on était dans des éthiques du proche et du prochain. Aujourd'hui, il nous faut passer à des éthiques du lointain. Il dit, pendant 300 000 ans, on vivait dans des petits villages, et finalement, il fallait réguler les relations entre les humains, et c'était ne pas tuer. Il dit, finalement, toutes les religions disaient à peu près la même chose. Bouddhisme, hindouisme, islam, ce que vous voulez. Les règles, c'était ne pas tuer, ne pas voler, ne pas adultérer, ne pas mentir, etc. Mais c'était des éthiques du proche. Or, aujourd'hui, il faut, du fait métaphysique de la technique, refonder l'éthique et refonder la morale. C'est-à-dire qu'il faut élargir les éthiques du proche au lointain. Il faut avoir des éthiques qui nous permettent de concevoir ce qui va se passer de façon très éloignée de nous. Et il va falloir refonder des éthiques aussi, non pas du présent, mais aussi des éthiques du futur. Vous savez qu'en médecine, on est d'autant plus responsable qu'autrui est vulnérable. En fait, rien n'est plus vulnérable qu'un nouveau-né qui n'est pas encore né. Donc notre responsabilité n'est plus du tout la même qu'avant. C'est une responsabilité qui doit répondre des nouveau-nés qui ne sont pas encore nés, et ça demande une refondation philosophique. C'est-à-dire que c'est une responsabilité qu'on ne connaît pas, puisqu'elle est non synchrone, non simultanée. Les nouveau-nés ne sont pas là pour réclamer nos droits, etc. Et puis c'est une éthique qui doit passer de l'humain au vivant. Il y a un élargissement comme ça considérable. Donc c'est une éthique qui doit passer du présent au futur, du proche au lointain. Et ça, c'est le phénomène qui est extrêmement important. Alors j'avais prévu de mettre une photo du lever de terre sur la Lune qui n'est pas arrivé, mais c'est pas grave, on n'a pas le temps. Bon, on en reparlera si vous voulez. Cette image, elle est colossale en termes d'information philosophique. C'est la première fois où on a vu la Terre. C'était Noël, c'était le 24 décembre 1968, Apollo 8, 7 mois avant Apollo 11. Et donc je vous expliquerai qu'en fait, c'est à ce moment-là que notre responsabilité a franchi un seuil, parce qu'on s'est rendu responsable d'une Terre qui était éloignée de nous dans le temps et dans l'espace. Et je n'ai pas le temps d'en parler, mais on y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc ça c'était pour dire que l'histoire, c'est donc d'élargir cette responsabilité. Alors, qu'est-ce qui se passe? La vraie question, c'est comment élargir notre responsabilité de la vulnérabilité d'une personne à la vulnérabilité des écosystèmes. Et bien, c'est là-dessus que ça bute depuis 50 ans. Si, par exemple, je tombe et que je me fais mal, vous allez tout de suite venir me secourir parce qu'on est très habitué de répondre de l'autre vulnérable. Par contre, si vous entendez à la radio que le dernier grand rhinocéros blanc a disparu, vous allez être un peu triste le matin, mais vous allez passer une journée à peu près correcte. Regardez le Covid. Le Covid, 18 millions de morts, c'était des visages qui agonisaient. On a tout arrêté, les écoles, les avions, etc. La pollution, c'est 9 millions de morts par an. Le Covid, c'était en 2020, on est en 2025, on va dire 5 ans, 5 fois 9, 40. Donc le Covid, 18 millions de morts, on a tout bloqué. La pollution, il y a eu 40 millions de morts depuis 2020, et en fait, ça ne nous dérange pas. Pourquoi? Parce que c'est une éthique du lointain, en fait. C'est une éthique qui n'est pas d'une éthique. Et le gros problème qu'on a donc, c'est que nos matrices de pensée sont très habituées depuis 300 000 ans à accueillir le proche, l'humain, mais nos matrices de pensée ne sont pas capables d'accueillir le lointain. Et c'est pour ça que les sciences butent,
Parce que les sciences donnent des constats, des calculs, des trucs comme ça, on pige, mais on n'est pas affecté, quoi. Et donc la vraie question, la question centrale, c'est comment on va élargir notre monde symbolique du proche au lointain. C'est ça la vraie question civilisationnelle. Parce que ce qui arrive, c'est pas un effondrement, il ne faut pas être déploratif. Ce qui arrive, c'est que c'est un accroissement de vie qui va arriver. C'est un accroissement, c'est le sens qui va émerger et qu'il faut faire émerger. C'est ça qu'il faut faire émerger. Alors, voilà, donc c'est pour dire que pour élargir ce sentiment pour élargir cette responsabilité, c'est Gunther Anders qui dit qu'il faut passer par l'imagination. Il dit en fait il n'y a que l'imagination qui peut passer du proche au lointain. Par exemple, si je mange à la terrasse d'un bar d'un poulet, il faut que j'imagine qu'en fait on a coupé l'Amazonie, qu'on a fait pousser du soja, que ça produit du CO2, etc. Pour être affecté, il faut quand même passer par l'imagination. Et puis il y a autre chose aussi, on le sait en médecine, on sait qu'en fait un thérapeute devient un thérapeute lorsqu'il est affectable. Il devient un bon thérapeute lorsqu'il a souffert ou lorsqu'il a eu des proches qui ont souffert, mais que si on est dans un sentiment d'illusion de toute puissance, en fait on ne peut pas se rendre responsable d'autrui vulnérable. Donc il y a aussi quelque chose de l'affectation qui pourrait jouer. Alors la question qui se pose, c'est donc comment élargir ce cercle de responsabilité. Donc, il y a certainement, il y a 3-4 catégories d'actions qui élargissent ça. Il y a d'abord les artistes. C'est vrai que quand on regarde des films, je ne sais pas si Cyril Dion demain, ou des expositions, ça commence à passer de tous les côtés. On sent qu'il y a de nouveaux récits, de nouvelles narrations qui arrivent, les artistes. Il y a certainement les pionniers dans les territoires, ceux qui font des écolieux, des tiers-lieux, qui expérimentent du neuf, de l'économie sociale et solidaire. Il y a probablement des actions qui propagent des symboles nouveaux, des narrations nouvelles par des pionniers. Donc les artistes, les pionniers. Il y a la philosophie. La philosophie est la grande oubliée de tout ça. Parce que la philosophie, en fait, il ne s'agit pas de faire des narrations, il faut aussi reconfigurer notre univers symbolique. Et vous savez qu'aujourd'hui, le monde symbolique s'effondre. Quand on voit Trump qui arrive au pouvoir, c'est le monde symbolique qui s'effondre. C'est-à-dire que c'est la tricherie et le mensonge qui arrivent au pouvoir, c'est les valeurs qui sont inversées, c'est une démolition du langage, c'est des institutions qui craquent. Donc, il y a une reconfiguration du monde symbolique. Et là, c'est pas que le poète qui peut y arriver, c'est le philosophe aussi qui clarifie les enjeux, qui remet en perspective les choses et qui prend une hauteur de vue. Donc, les artistes, les pionniers, les philosophes. Et donc nous, et j'en arrive là parce que c'est bientôt fini, je pense, on s'est dit comment faire pour que cette histoire de Jonas puisse être rehaussée au niveau politique. Et donc notre idée, c'est qu'on va essayer de proposer que la Constitution soit qui est l'Assemblée nationale pour le proche, les intérêts à court terme, les humains, etc. Et qu'on mette en discussion le lointain, c'est-à-dire le long terme. Vous savez très bien qu'il y a une tragédie des horizons. Quand vous prenez une décision dans les hôpitaux qui manquent de moyens, et bien c'est souvent parce qu'on calcule à court terme. Donc comment faire pour tenir cette tension féconde entre les deux? Et notre idée, j'ai fini vraiment dans 1 minute, là, c'est même pas la peine de me couper, même pas la peine. Et donc l'idée, ça serait que ce modèle-là, il faudrait le mettre partout dans les gouvernances et dans les institutions. On va essayer de le mettre à l'hôpital aussi. Est-ce que le CA d'un hôpital ne devrait pas avoir une maison du futur à côté où on clarifie en amont les décisions, où on réfléchisse en amont sur comment tenir le court terme et le long terme? Est-ce qu'une mairie ne devrait pas avoir une maison du futur à côté? Est-ce que finalement les universités ne devraient pas avoir dans leur direction une maison du futur? Et donc on se dit que on a toujours dit il faut agir local et penser global. On va faire aussi l'inverse, on va essayer d'agir global et penser local. Donc voilà, je vous remercie. Tout ça, c'était pour vous dire qu'on va essayer d'élargir cette responsabilité du visage au paysage, comme je vous le disais. Maintenant, c'est Farouja qui va poursuivre par une petite scénette pendant une douzaine de minutes. Alors, on va faire attention au son. Les tableaux Excel ne suffisent pas. Nous, on a bossé avec l'équipe de Janco et des shifters qui nous ont contactés en nous disant « Mais comment ça se fait quoi la rationalité calculante n'est pas suffisante. » Et en fait, il nous faut les récits. Il nous faut rendre nos récits et faire en sorte que les personnes soient affectables et affectées. Et c'est bien cela qui a une puissance aussi transformative. Donc, on va vous proposer ce petit moment. Ça dure 13 minutes, comme je vous le dis.
Il était une fois la caverne du monde d'avant. C'était il y a longtemps, fort, fort longtemps. Non. En fait, c'était il n'y a pas si longtemps. Dans la caverne du monde d'avant, tout le monde était un garçon, sauf les filles. Les gens du monde d'avant se sont tous mis d'accord pour dire qu'un garçon doit être comme ceci et les filles comme cela. Ils ont classé les personnes dans des catégories où il fallait rester bien à sa place. Surtout ne pas trop bouger et répondre de façon bien obéissante à sa couleur. Rose pour les filles, bleu pour les garçons, les jaunes comme ceci, les blancs comme cela, les noirs et les marrons n'en parlons pas. La caverne du monde d'avant avait ainsi perdu tout l'art de la nuance. Elle avait perdu aussi la lenteur, la diversité des rythmes et le temps des suspens. On ne sait pas ce qui leur a pris dans la caverne du monde d'avant, mais ils ont fait de même avec les légumes, les animaux et les fruits, les grands comme les petits. Les gens se sont mis d'accord pour fabriquer des formes et des tailles toujours les mêmes, et des couleurs aussi. Il fallait que tout soit calibré, bien sous contrôle, et que les gens s'habituent à cet ordre bien ordonné. Il n'y avait que la folie ou la poésie pour dire que la terre est bleue comme une orange. Dans la caverne du monde d'avant, on a fait des films. On voyait des insectes géants tout envahir et manger les humains et les petits-enfants. On a ainsi fait croire que les insectes étaient très très méchants. Du coup, on a trouvé normal de les éliminer massivement. Dans la caverne du monde d'avant, on a cru que tout était mécanique, qu'on pouvait tout maîtriser, prévoir, calculer. On a dit, il n'y a que des champs de force. Du coup, on a oublié qu'il y a aussi des champs de forme et des puissances invisibles. On a oublié la magie et l'imagination des petits et la multiplicité des formes de vie. Dans la caverne du monde d'avant, tout était séparé, chacun de son côté. Les gens avaient fini par oublier qu'on est tous interdépendants, qu'on est ensemble, un seul et même monde, reliés secrètement par des courants sous-marins. Poids des pierres, des pensées. Songes et montagnes n'ont pas même balance. Nous habitons encore un autre monde, peut-être l'intervalle. Philippe Jacotet. Dans la caverne du monde d'avant, ils ont tout vidé. Les océans, les trésors de la terre. Ils ont fini aussi par vider le sens des mots et le cœur des humains. Il s'est passé des choses stupéfiantes. Des influenceurs ont remplacé les penseurs. Les mots qui auparavant pouvaient librement danser dans la bouche des jongleurs, des poètes et des fées ont été kidnappés par des communicants qui se sont mis à tout chambouler. Dans la caverne du monde d'avant, pour être plus rentable, on s'est mis à travailler dans des roues, comme des hamsters qu'on avait aussi enfermés. Il fallait travailler, 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 recycler toute bonne volonté jusqu'à littéralement l'épuiser. On raconte même que des gens se sont mis à brûler de l'intérieur, tant le travail les avait consumés. Il fallait, quoi qu'il en coûte, fonctionner, fonctionner, fonctionner. On avait oublié d'exister. Vers la fin du monde d'avant, ils étaient allés vraiment, vraiment très très loin. Ils ont tout mis à l'envers. Même la démocratie est devenue malade. On a élu des hommes qui disaient des mensonges,
un monsieur milliardaire est devenu président des Amériques et des Américains, un peu moins des Américaines. Il s'appelait Trompe, je crois, parce qu'il trompait tout le monde, même lui-même. Il disait que les Haïtiens mangeaient des chiens et des chats. Et le plus stupéfiant est que les descendants d'Haïtiens votaient pour lui. Les mesures qu'il prônait affaiblissaient les pauvres. Et le plus stupéfiant est que les pauvres votaient pour lui. Le monde était devenu sans dessus-dessous. À dire la liberté chacun pour soi, ils ont oublié qu'ils étaient un nous bien plus grand que la somme des petits moi de chaque individu mis bout à bout. On allait dans le mur, le tout se désagrégeait, des adolescents se suicidaient, la fécondité des gens baissait, le monde du travail se désenchantait. En fait, c'est le monde symbolique tout entier qui s'effondrait. Si étrange que semble le moment présent, quelque mauvaise apparence qu'il ait, aucune âme sérieuse ne doit désespérer. Les courants sous-marins existent. Ils sont là, ils travaillent. On ne les voit pas. Ils sont au-dessous des tempêtes et des colères de la mer. Ils y nagent et vont, obstinés, vers quelque but que la Providence seule connaît. Victor Hugo. Et pourtant, dans la caverne du monde d'avant, quelques lucioles persistaient. Elles soutenaient cette chose extravagante que sont les valeurs du soin, envers et malgré tout, malgré les normes, les protocoles et la rentabilité, malgré le fait qu'elles étaient invisibilisées et maltraitées. Aussi, un beau jour, ou peut-être une nuit, les valeurs du soin se sont-elles réunies et ont décidé de quitter la caverne pour se montrer au grand jour et rayonner plus fort et rayonner plus loin pour rendre le monde de nouveau habitable et respirable. Les soigneurs se sont dit, on ne peut pas rester là à pleurer, on ne peut plus être déploratif. Soyons imaginatifs. Réunissons-nous, parlons, discutons, inventons, pourquoi pas, une nouvelle constitution. Car l'ancienne constitution de la caverne du monde d'avant ne permet pas d'accueillir de réels changements et élargir le soin du prochain au lointain et au monde de demain. Alors les soigneurs se sont réunis, d'abord ici, à l'académie, bientôt au théâtre. Allez savoir pourquoi un théâtre, quelle idée. On s'est peut-être dit qu'il fallait une riposte poétique et déployer l'imagination de l'impossible. Vous savez, cette imagination qui ne peut pas se déduire des lois du possible, celle qui arrive par surprise, par les détours, parce qu'on se met ensemble à espérer autrement. On a réuni des artistes, des enfants qui savent déjà que le monde est autrement. Des psychologues, des philosophes, des jardiniers, des jardinières aussi, des architectes, un tas de gens, des soigneurs en vérité, qui sans le savoir prennent soin de la source et de l'étoile. Il fallait ouvrir la scène, car dans un théâtre, on joue, on rejoue, on déjoue. Il s'agissait d'annoncer cette grande nouvelle, tout est à inventer. Ce que vous appelez jeu est pour nous l'unique sérieux. Nous ne mettrions pas plus de sérieux à mourir. Marina Tsvetaeva. Les gens du théâtre se sont dit, mais bien sûr, ça dépend de nous.
On peut agrandir notre responsabilité. On peut accueillir bien plus vaste que nous-mêmes. On peut embrasser la planète entière et même l'avenir des bébés qui ne sont pas encore nés. Après tout, l'humanité a déjà fait cela par le passé. On a maintes fois changé nos préférences et nos valeurs. À une époque, par exemple, le nec plus ultra était de voir un esclave se faire dévorer dans une arène. Les gens de cette civilisation très renommée avaient inventé ce genre de préférence. Puis, d'autres sont arrivés. Il paraît qu'ils n'étaient pas si nombreux que ça d'ailleurs, avec des valeurs plus universelles. Et on a alors tout changé. Le rêve est dans la fleur. Déjà le vent court au matin. Édouard Glissant. Aujourd'hui aussi, grâce à vous, grâce à la riposte imaginative, tout peut changer plus vite qu'on ne le pense. Il est venu le temps de parler d'elle, la riposte poétique, celle que l'on va traquer, ici ou là, de ci, de là. Même si certains voudront qu'on la matraque, il faudra oser. Oser imaginer, oser être soulevé. Espérer que la riposte poétique redonne à nouveau ce goût d'ensemble vivre. Car nous avons compris que nous étions des êtres de symboles. Partout sur la planète, on a commencé à prendre soin, à inventer de nouvelles relations entre humains et non-humains. On a enfin compris que la relation soigne, que prendre soin de nos discussions soigne, qu'être orienté par un horizon commun de sens et d'espérance soigne, que l'émerveillement devant la beauté du monde soigne. Mais peut-on en venir à dire que lorsque l'on voit, dès lors que l'on voit, on voit plus loin que le visible, malgré tout? Philippe Jacotet. Déjà, on s'est mis à inventer des choses époustouflantes. Une riposte poétique a déjà eu lieu dans le monde juridique. Par exemple, on a inventé des droits en Nouvelle-Zélande, à la rivière Wanganui. On a dit que la rivière avait le droit d'exister. En Himalaya, à la rivière du Gange, en Ohio, au lac Erie. Pareil en Bolivie, pour la Pachamama, la terre-mère, en langue amérindienne. En Islande, quand le premier glacier a disparu, on a posé une pierre tombale pour se rappeler des anciens qui disparaissent, qui nous ont donné et qu'on ne reverra plus. On a commencé par reconnaître que la terre nous donnait, que nous avions une dette envers les autres. Mais pas une dette marchande, pas une dette coupable, une dette joyeuse qui nous pousse à reconnaître et à donner. Seule une âme paisible et voluptueuse comprendra le langage des plantes. Seul un enfant ou un sauvage, le langage des animaux. Je ne sais si quelqu'un est déjà parvenu à la compréhension des rochers et des étoiles, mais ce ne peut avoir été qu'un être plein de noblesse. Novalis. Les gens du théâtre se sont aperçus qu'ils n'étaient pas seuls à espérer et imaginer. Ils se sont mis à repérer tous les signes du nouveau monde qui cherchait sa voie de manière parfois hasardeuse, de manière souvent maladroite. On s'est mis à repérer tous ces bourgeons qui poussaient partout sur la planète, un peu comme si on repérait de petites étoiles pour voir se dessiner une constellation nouvelle. Oui, c'est ça, une constellation nouvelle, sous des formes tellement différentes et tellement plurielles. Et puis ils se sont dit, et si toutes ces histoires de genre
annonçait de nouvelles relations masculin-féminin? Et si la science quantique venait nous dire qu'on ne peut pas tout attraper, tout voir, et qu'il existe des lapalas, des choses qui ne sont pas des choses et qui sont intriquées, qui ne répondent pas aux lois mécaniques de la caverne du monde d'avant? Et si prendre soin des jardins aidait à prendre soin des humains? Et si les soignés pouvaient aider d'autres soignés et même les soignants? Et si chanter, danser, rêver pouvait soigner? Et si dans les biorégions réparées, on redonnait un visage à nos paysages? Et s'il y avait d'autres façons d'apprendre, d'enseigner, de fabriquer ensemble? Et si le progrès, ce n'était pas la liberté, chacun pour soi, où chacun décide de son côté, mais la responsabilité d'inventer ensemble ce qui rend le monde beau, juste et désirable pour toutes et tous, et une maison du futur pour penser et prendre soin. Le corps, contenant, déformé par le contenu, courbure, espace-temps. Le nourrisson remis au monde. Amélie Marguerite. On a besoin de tout le monde, que des gens du quotidien osent parler de leurs pratiques, de ce qu'ils perçoivent et vivent du nouveau monde. Ce nouveau monde qui est déjà là et qu'il faut nommer, car nommer, c'est faire exister. On a besoin de celles et ceux qui ne dorment pas la nuit, parlent avec les étoiles et remontent à la source, même à contre-courant, un peu comme ces poissons, quand ils étaient encore libres, de remonter à la source de leur naissance. Et si, ici, dans cette académie du climat, au théâtre ou encore ailleurs, on pouvait parler ensemble et imaginer ce monde symbolique orienté par les valeurs du soin. On est toujours les soignés d'un autre ou d'une autre. Alors nous y voilà. Ceci est peut-être un appel. Sans la nommer, on voulait vous parler d'elle. La riposte poétique, elle ne fait que commencer comme une jolie fleur du mois de mai. Et souvenez-vous, notre mot d'ordre est de désordre. Soignant, soigné, soigneur, levons-nous, c'est l'heure. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, une fille bien nanana, et qui était C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on l'abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Merci beaucoup pour ce spectacle et pour votre présentation. Alors, on a quelques minutes pour notre discutante et pour quelques questions, 2 ou 3 questions du public. Alors merci beaucoup. C'est pas évident de réagir. Du coup, moi j'ai quand même quelques petites réactions et quelques questions parce que votre propos. Vous voulez pas de questions ? Allô ? Non, on ne veut pas de questions, que des réactions. Ok. Votre propos a fait beaucoup écho à des réflexions que je peux avoir au quotidien, donc que ce soit en rencontrant des soignants, alors principalement dans le champ des soins palliatifs, mais pas que, et puis également en rencontrant des étudiants en santé, en médecine, en soins infirmiers, etc., qui finalement sont aussi en pleine interrogation sur ce qu'ils peuvent faire de ces valeurs du soin. Et vous avez bien dit à quel point les soignants sont imaginatifs, à quel point ils sont portés par ces valeurs, parfois sans le savoir ou sans le nommer comme tel. Votre propos a beaucoup fait écho à une réalité que je peux rencontrer.
à certains moments. Oui, en fait, Rosen, si j'ai bien entendu, tu travailles en soins palliatifs. Et c'est ça. Et donc, en fait, les soins palliatifs, c'est fascinant parce que c'est un endroit où le faire des soins techniciens va décrescendo et un endroit où le prendre soin de la relation va crescendo. Et en fait, les soins palliatifs, c'est un tube à essai dans lequel il y a tous les ingrédients pour le futur. Si on les thématise, c'est un endroit fabuleux. Et je pense que tu travailles dans la discipline où il y a vraiment le trésor philosophique à thématiser. Le problème, c'est qu'il faut le rehausser à un niveau politique. Et il faut le rehausser à un niveau qui prenne sens. C'est-à-dire qu'il faut, et c'est pour ça que notre proposition, c'est une proposition d'articuler éthique et politique, valeur du soin et Assemblée nationale, et discussion en amont et prise de décision où on produit de la norme. Mais je pense que toutes les personnes que tu vois ont en fait quelque chose d'extrêmement fort à amener à la démocratie. La seule chose, c'est qu'il faut le mettre en forme et le rehausser à un niveau politique. Donc je dirais que c'est à nous d'être imaginatifs pour avoir une riposte politique et qui soit aussi poétique dans le sens de la fabrication du neuf, quoi. Alors, en effet, il me semble qu'effectivement les soins palliatifs, mais d'autres contextes du soin, nous rappellent la matérialité du corps, c'est-à-dire l'aspect fini de nos existences, au niveau de notre matérialité corporelle. Et puis, comme ça a été également évoqué ce matin, en écho à la crise écologique, la matérialité de nos ressources, les objets, les choses qui nous entourent. Et ça fait beaucoup écho aux étudiants, par exemple en médecine, qu'on peut rencontrer à l'issue que je peux rencontrer en ce moment à l'issue de leur première expérience de stage à l'hôpital, et qui témoignent exactement de ça, c'est-à-dire de le fait de mettre les pieds à l'hôpital, c'est pour eux la rencontre de cette matérialité des corps, donc la rencontre des patients vulnérables et les plus vulnérables, et puis le fait que l'hôpital va mal et que c'est parfois à des étudiants en médecine en première année, qui sortent de leur première année, de passer du temps auprès des patients, et que finalement ce qu'ils pouvaient s'imaginer, notamment autour des infirmiers, des aides-soignants, c'est eux qui vont être dans la présence. Finalement non, ça va être relégué, on va dire, au travail des stagiaires, et c'est très bien en un sens, dans le sens où effectivement eux aussi sont des soigneurs, mais effectivement avec une forme de relégation du soin qui est essentielle et fondamentale. Et ce qu'on voit dans leur cheminement à ces étudiants, c'est que lors de cette première année, à l'issue de cette première année, ils ont cette fibre de garder cet essentiel du prendre soin. Et déjà, leur deuxième stage, ça change un petit peu. Et puis ensuite, ça change beaucoup, avec effectivement une focalisation, parce que c'est valorisé comme ça, de la dimension plus technique et objective du soin. Et où finalement, cette dimension de prendre soin a un peu moins de valeur. Voilà. Oui. En fait, le truc, c'est qu'on fait facilement des constats pour dire ce qui se passe, mais la chose, c'est de rehausser ça de façon imaginative. Moi, ce qui me fascine, parce que les constats, on peut en faire des heures, on les a fait, on en a marre des constats, maintenant on veut agir. Par exemple, le Vendée Globe, j'ai vu que le deuxième et le troisième s'appellent vulnérables. Donc ils ont lancé une grande action vulnérable. Donc ce dont tu parles, la vulnérabilité, voilà une action qui est quand même intéressante. C'est-à-dire que si jamais le bateau qui gagne s'appelle vulnérable, c'est un point d'appui pour embarquer des récits, pour embarquer du monde, et justement pour sortir de l'hôpital et aller dans la cité, quoi. Donc le vrai enjeu, c'est pas de décrire tout ce qui se pète la gueule, on y arrive tous à sa façon. Le vrai enjeu, c'est comment on sort de l'hôpital pour aller sur des voiliers, le Vendée Globe, et embarquer avec des récits différents. C'est ça l'enjeu. C'est plus d'analyser pendant des heures, quoi, en fait. Je ne sais pas si tu veux dire. Mais effectivement, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, c'est vraiment l'idée que ces valeurs sont invisibilisées à cet étudiant ou à n'importe quel étudiant en soins. Vous lui demandez qu'est-ce qui se passe quand tu reçois ou quand vous recevez quelqu'un, quelles sont les premières mesures. Eh bien, la personne va vous répondre, je demande ça, ou je fais ça, ou je prends le poids. Mais non, en fait, ce qui se passe en tout premier, c'est de l'accueillir. C'est un accueil, c'est de dire bonjour, c'est de dire, comme dirait après vous, quand on ouvre la porte. Et ça, c'est silencieux, ça n'est pas nommé. Donc c'est tout
cela dont il s'agit, c'est-à-dire nommer toute cette dimension invisible de nos relations qui sont la condition de possibilité de tout le reste. C'est la condition de possibilité de tout le reste, c'est-à-dire que c'est premier au regard de toute la dimension technique, technosolutionniste, etc. C'est pour ça que la réponse n'est pas technosolutionniste, elle est du côté de la conversion de nos valeurs, de notre rapport au monde, en effet. Et donc non pas ce rapport au monde qui est celui de la maîtrise, de l'utilité, de la rentabilité, de tout ce que vous connaissez, mais de cette autre dimension que sont les valeurs du soin autour de l'accueil, du fait de se décentrer sur la vulnérabilité de l'autre, aussi autre chose de l'imprévisibilité du devenir. Voilà ce que soutiennent aussi les soignants. C'est-à-dire dans le vulnérable, on parle beaucoup de la vulnérabilité. La vulnérabilité, ce n'est pas qu'une fragilité, c'est une puissance potentielle que la personne va déployer en elle des ressources absolument inattendues. C'est ça l'imagination réelle. C'est une imagination qui vient d'on ne sait où et qui n'est pas prévisible à l'avance. Contrairement au protocole qui vous dit ça va se passer comme ci, comme ça. Eh ben non, on ne sait jamais. Quelqu'un qui se casse la gueule, qui rencontre une maladie grave ou quoi que ce soit, vous ignorez absolument ce qu'elle va pouvoir déployer d'elle-même, quelle nouvelle identité, quelle nouvelle allure de vie, comme dirait Canguilhem, elle va pouvoir déployer. Donc c'est ça le vivant. C'est une puissance potentielle et voilà ce que nous apprennent les valeurs du soin. Qu'on ne peut pas être dans cette maîtrise, qu'il y a une imprévisibilité du devenir. Une question que je voulais tout de même vous poser, c'était celle de la question de la durée. C'est-à-dire comment on fait pour tenir dans la durée je le vois notamment par rapport à des soignants qui viennent se former, alors que ce soit aux enjeux éthiques ou au prendre soin, et notamment dans le contexte des soins palliatifs, et qui repartent des formations un peu regonflées, entre guillemets, notamment quand on leur parle d'éthique, ils sont repartis, leurs capacités imaginatives sont relancées. Comment on fait pour tenir sur la durée ? Comment on fait pour garder intact ? Et c'est là où je trouve l'originalité de votre projet politique. On n'a pas le temps d'envisager ça. En fait, c'est la métaphore vive. Au long cours, on se minéralise. Il y a une minéralisation. Donc, la question, c'est comment on crée une métaphore vive, comment on relance de façon poétique les choses, mais on n'a pas le temps d'en parler. En fait, c'est Paul Ricoeur qui a fait un livre illisible qui s'appelle La métaphore vive, et dedans, il y a la réponse, quoi. Oui, est-ce que vous auriez quelques questions ? On a le temps pour une ou deux questions ? Non, pas de questions, que des réactions. Réactions. Des remarques des associations libres. Tout à l'heure, il y avait cette personne ce matin qui disait non, mais en fait, on ne peut pas opposer comme ça masculin, féminin, ou il faudrait comme ça maintenant devenir une femme ingénieure pour pouvoir, dans le survivalisme, avoir la meilleure place. Ça c'est le discours du monde d'avant. Non, il faut réinventer la question justement de l'ouverture au monde, de ce que c'est que prendre soin et de la convivialité. Donc non plus la concurrence, mais la connivence. Ouais, une réaction par rapport à l'échange qui vient d'avoir lieu, notamment sur les enquêtes, sur les soignants qui débarquent à l'hôpital. Et effectivement, il y a au début ces valeurs du soin. Et puis après, c'est la dimension technique qui prend le pas. Et justement, comme idée, en tout cas comme réaction, tout d'un coup, c'est est-ce que en fait, le travail sur soi en tant que soignant, être accompagné, travailler sur soi, sur le fait de prendre soin de soi, sur le système nerveux, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais de ce corps. Si ça ne devait pas devenir une valeur d'un soignant en fait, qui n'est pas que dans le don en fait, mais aussi d'être capable de regarder à l'intérieur de soi, là où ça bouge, là où il y a de la vulnérabilité, parce que quand il y a là, ça devient une force au final. Et justement, de ne pas sombrer après dans du burn-out, dans du don à l'extrême qui nous crame au final. Et donc, voilà, c'est vraiment cette idée, en tout cas, cette réaction de, la vulnérabilité, et le fait de travailler sur soi et de regarder à l'intérieur de soi, ça devient une compétence quand on est un soignant. Encore plus au même titre que la compétence technique d'un médecin, d'un interne, et de tout ce qu'il est capable de développer à l'hôpital. Oui, merci pour votre réaction. Effectivement, il y a tout ce qui est subjectivation personnelle, mais après, il y a aussi la subjectivation collective, en fait. Et je pense que la délibération collective, la philosophie à l'hôpital peut apporter beaucoup. Par exemple, je suis néphrologue, et on est gêné on est pris dans des dilemmes avec l'acharnement thérapeutique, l'obstination déraisonnable, avec la question, quand est-ce qu'on arrête la dialyse? Est-ce que parce qu'on a un pouvoir très puissant sur autrui, on peut lui faire tout ce qu'on veut au niveau technique? Mais si on arrête, est-ce que c'est pas un homicide
suicide, etc. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends toute l'équipe et je les fais discuter de façon philosophique. Donc on passe de la situation à la philosophie, ce qui fait que ça amène ailleurs, et ça produit ce que vous dites sur une personne, mais ça le produit de façon collective. C'est-à-dire que ça crée un temps de suspension, un temps où on passe du réflexe à la réflexion, et où finalement on sort de la logique de minéralisation. Donc je pense qu'introduire une figure étrangère dans la chaîne linéaire de l'hôpital, c'est-à-dire une figure étrangère qui est de la philosophie, qui est une manière différente de débattre, qui est une manière différente d'utiliser d'autres mots, en fait, ça réouvre le sens, ça interrompt la répétition, ça ouvre le sens. Donc je pense qu'il y a ce que vous dites, mais je pense que la grande oubliée, c'est la philosophie appliquée. En fait, une réunion de philosophie appliquée, ça ravive le sens, ça crée des propositions signifiantes au niveau d'un collectif. C'est-à-dire que ça prend soin, le langage en délibération est un acte de soin sur le groupe, qui secondairement se déplace sur la personne. Donc je sais qu'il y a beaucoup de psychologues ici, et effectivement on a tendance à parler de la singularité, de l'insight, etc. Mais l'outil, à mon avis, qui est extrêmement efficace, c'est la délibération collective, philosophique, bien menée, qui permet de passer du réflexe à la réflexion. Eh bien, je vous remercie. On ne prend plus de questions, mais tu voudrais dire une dernière chose. Juste merci à toute l'équipe pour cette organisation. Merci à vous toutes et tous d'avoir tenu bon jusque-là. Et il y a encore un moment de conclusif. Et puis de vous inviter le 6 décembre à venir réfléchir avec nous à ces nouvelles propositions. Ça va être un débat citoyen, des discussions avec le QR code qui est là. C'est gratuit autour de ce débat citoyen et de cette proposition de la riposte poétique, les valeurs du soin sont les valeurs de demain. Merci. À bientôt. À quelle heure? Donc le 6 décembre à 19h. 19h. Voilà. À bientôt. Bien, merci beaucoup. On laisse la place à la prochaine table, à la conclusion. Donc nous arrivons maintenant au terme de cette belle journée de colloque qui sera discutée par Frédéric Forest, qui est docteur en sciences politiques, habilité à diriger des recherches en lettres et sciences humaines. Il est également chercheur associé au Centre de recherche Psychanalyse, Médecine et Société de l'Université Paris-Cité et inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Frédéric Forest est l'auteur de Freud et la science, paru en 2010, et Freud, Lacan, Anatomie d'un passage, paru en 2015. Voilà, je passe la parole à Frédéric Forest, Philippe Dreski, et je vous souhaite donc une bonne fin de colloque. Merci à tous. Oui, non, ça va, vous m'entendez bien? Oui, bonjour à tous. Oui, c'est vrai que c'est pas évident du coup de finir on a eu beaucoup d'interventions, puis après ce moment très poétique, ça a été, on va revenir sur des choses, notamment sur la question de l'institution universitaire, parce que c'est ça qui nous préoccupait, Frédéric et nous et moi dans la question aujourd'hui, c'est-à-dire en fait comment la crise écologique venait impacter à la fois l'institution universitaire et puis la question de l'enseignement en psychologie clinique, puisque je suis maître de conférence en psychologie clinique et aussi dans la psychanalyse. Donc en fait il y a deux questions pour clore un peu cette journée qu'on voulait échanger. Alors ça va être des interventions, une intervention qui va être plus courte mais qui nous paraissait importante. C'était à la fois de comprendre comment la crise écologique avait un impact sur l'institution universitaire, et c'est Frédéric Forest qui viendra nous parler un petit peu de cette question. Et puis moi j'aborderai davantage la question du savoir dans le domaine de la psychologie et aussi dans le champ de la psychanalyse. Donc voilà, je laisse Frédéric Forest évoquer cette question-là, et puis voilà, je reprendrai après. Merci Philippe. Je suis d'abord ravi d'être avec vous cette fin d'après-midi aujourd'hui. Merci à Alexandre pour son invitation. Effectivement, quelques mots d'abord d'un point de vue un peu institutionnel sur comment l'université traite de la question de la crise écologique. Et puis peut-être après, je me permettrai de réagir aussi à ta présentation, peut-être d'un point de vue plus psychanalytique. Sur le niveau institutionnel, c'est intéressant d'avoir en tête quelques éléments sur le cadre. Il y a bien sûr un cadre d'abord européen, voilà, on a un Green Deal, on a aussi une architecture au niveau national avec un cadre législatif, on a une loi qui est liée à la transition énergétique pour la croissance verte, un plan climat, biodiversité, transition écologique, une stratégie nationale bas carbone, une loi énergie-climat, etc.
Comment ça se traduit pour les universités? C'est que pour les universités, donc dans ce champ-là, on a une demande qui est faite aux universités d'avoir des schémas directeurs sur le développement durable et la responsabilité sociétale, avec notamment l'idée de réduire de 40% les gaz à effet de serre des bâtiments d'ici 2040. Mais je voudrais surtout insister et souligner une demande portée et engagée en ce moment par le ministère, puisqu'elle date de septembre. Voilà, donc c'est vraiment très récent, avec donc une demande qui se situe à 3 niveaux, avec 3 étapes en quelque sorte. La première étape, c'est de former à la transition écologique et au développement soutenable. Alors c'est le vocabulaire aujourd'hui qui est employé. L'idée, c'est de former tous les étudiants de premier cycle, au moins à l'université, après la question se discute, avec en gros 30 heures de cours sur ces questions-là au cours du premier cycle. Une note qui a été adressée, puis ça va être suivi. Il y a déjà des universités, comme par exemple à Montpellier, qui se sont engagées. Par exemple, Montpellier 3 a fait un cours d'humanité écologique, donc avec 18 heures, des sciences de la vie, des sciences humaines, des lettres, etc. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'acculturation et la sensibilisation des enseignants-chercheurs eux-mêmes, avec l'idée d'apporter un socle de connaissances, une sensibilisation, et donc d'inclure dans la formation des enseignants-chercheurs, notamment la pédagogie au moment de la nomination, des éléments sur les questions de transition écologique. C'est intéressant parce que dans ce document, il y a aussi l'accompagnement de l'éco-anxiété. Donc voilà, je pense que ça fait un bon lien aussi avec ce que tu nous diras, Philippe. Puis il y a aussi une formation de tous les cadres de la fonction publique de manière plus large d'ici 2027. J'y ai moi-même participé. Et puis il y a eu pas mal d'initiatives. A été cité le Shift Project, je pense, il y a quelques minutes. L'engagement d'organismes de recherche. Le projet Respire aussi à Montpellier, où finalement on a des chercheurs qui se sont interrogés sur comment prendre en compte l'empreinte environnementale dans leurs propres activités de recherche. La troisième étape, qui fera une transition avec la présentation de Philippe, c'est l'intégration de ces questions-là sur la transition écologique et le développement soutenable dans les disciplines elles-mêmes. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Là, c'est vraiment autre chose. Ce n'est pas dans les maquettes d'avoir quelques heures où on va sensibiliser. C'est finalement comment est-ce qu'on change ou comment est-ce que les disciplines elles-mêmes peuvent traiter la question. Là, il y a un groupe de travail qui s'est lancé il y a quelques jours, le 24 octobre, avec les doyens des sociétés savantes, le Conseil national des universités, avec l'idée de travailler sur l'intégration dans les disciplines. C'est notamment animé par Angela Bianco-Fiore, qui est aussi de l'Université Montpellier 3, et qui donne quelques exemples, par exemple l'enseignement de la littérature, en introduisant l'éco-critique. Donc c'est axé sur l'étude des questions qui sont liées à la relation humain-nature dans les textes littéraires. En anthropologie, par exemple, en étudiant les interactions entre systèmes naturels et espèces humaines. En archéologie, avec l'étude du paléoclimat, de l'archéobotanique, et avoir une vision plus systémique pour comprendre les évolutions du climat, avec des dimensions plus vastes. En histoire de l'art, avec l'histoire environnementale de l'art, l'étude des œuvres mettant en évidence les animaux ou des végétaux présents dans les tableaux en tant que tels et pas comme symbole d'une idée. Donc l'art comme moyen de sensibilisation et d'exploration du rapport entre humain et le reste du vivant. En psychologie, on va y revenir, il y a par exemple en psychologie de l'environnement, en psychologie sociale, et donc peut-être en psychologie clinique. Donc je voudrais qu'on s'arrête donc sur cette troisième étape, sur cette demande particulière qui finalement est faite aux disciplines et aux savoirs disciplinaires d'intégrer cette question et de savoir comment ça pourrait l'être en psychologie clinique. Oui, vous m'entendez, oui. Donc c'est ça que je vais essayer de présenter aujourd'hui rapidement, c'est-à-dire que la crise écologique, on l'a vu aujourd'hui et c'est de plus en plus évident, c'est une crise vraiment systémique et elle interroge vraiment les fondements de nos disciplines universitaires. Et donc à partir de ma position d'enseignement-chercheur, je vais parler à la fois de la question de la psychologie, puis ensuite de discuter de la psychanalyse et comment il peut y avoir des résistances, y compris dans la psychanalyse, à traiter, à appréhender cette question justement de l'écologie. Donc,
La psychologie, c'est une discipline qui est intermédiaire, qui est à cheval vraiment entre la biologie d'une part et la sociologie d'autre part, comme c'était déjà évoqué par Marcel Mauss au début du XXe siècle. Et donc cette position intermédiaire, elle mène à la fois à une grande hétérogénéité des approches, ainsi qu'à une tension qui est inhérente à la psychologie et à cette diversité. Et on constate à quel point les compréhensions d'un phénomène psychique, par exemple une psychopathologie, va être appréhendée très différemment en fonction d'une interprétation neurobiologique ou qui insistera davantage sur les facteurs innés par rapport à une interprétation environnementale qui insistera davantage sur les contextes psychiques et sociaux. Par exemple, l'ouvrage de Erving Goffman, qui est très connu, Asile, qui montre l'importance des représentations sociales dans la conception de la maladie mentale et de leur impact sur les patients. Et donc, force est de constater que la position actuellement prédominante dans le champ de la psychologie, c'est celle d'une approche quand même biologique, avec l'extraordinaire développement des neurosciences. Alors, il ne s'agit pas d'interroger la pertinence de cette discipline, mais de comprendre quel impact cela peut-il avoir dans la conception que l'on a des effets psychologiques de la crise écologique. De ce point de vue, l'étude de la littérature scientifique internationale montre de façon très évidente que le modèle qui est prédominant, c'est vraiment celui du modèle post-traumatique, du stress post-traumatique, et donc de sa traduction sociétale, l'éco-anxiété. D'autres termes en fait ont fleuri dans les médias depuis, et on parle de détresse environnementale, d'anxiété climatique, et on peut faire confiance aux médias pour, je pense, en créer de nouveaux dans les années qui vont venir. Mais en fait, ce qui est quand même intéressant dans ces notions, c'est qu'elles sont toutes sous-tendues par une conception très biologique du stress face à la crise climatique. Et elle met l'accent sur les réponses en fait adaptatives d'un organisme face à un stimuli extérieur, à savoir, dans ce cas, les catastrophes climatiques. Donc la question porte souvent sur la façon de s'adapter à la crise climatique et non plus de comprendre quelle est la place que nous occupons dans ce phénomène. Je vais juste reprendre, sans vous assommer, deux courts extraits d'articles pour vraiment illustrer ça. Je trouve que c'est très parlant, leur titre et les termes qui sont utilisés. Donc, premier article de 2022, c'est « Comment faire face à l'éco-anxiété, 11 stratégies d'adaptation en contexte éducatif ». Donc, je reprends juste une partie de cet article. Il dit « En raison du fait que les actions individuelles, bien que pertinentes et nécessaires, n'ont pas les effets espérés par les personnes qui les mènent, plusieurs vivent de l'éco-anxiété. Afin de canaliser cette éco-anxiété, cet article présente 11 stratégies d'adaptation en fonction de 3 axes prioritaires, les émotions, le problème et la signification. » Deuxième article qui parle en fait pour les catastrophes climatiques d'états de stress post-traumatique et d'épisodes dépressifs au moment de ces états-là, donc qui parle d'éco-anxiété et de solastalgie. Alors, ce qui est intéressant en fait dans la lecture de tous ces articles en psychologie, c'est qu'elle laisse rapidement transparaître une certaine conception psychologique du sujet et de la crise écologique. Cette crise serait l'équivalent d'un traumatisme extérieur vis-à-vis duquel il faudrait développer des stratégies d'adaptation. Et nous percevons rapidement l'impasse de ce modèle appliqué à la crise climatique. En effet, pour soigner l'anxiété, il faudrait séparer l'individu de la source du stress, encourageant par là même le déni climatique. Position pour le moins paradoxale et participant d'une logique circulaire dans laquelle la solution devient le problème. Ce modèle psychologique du stress apparaît ainsi limité pour prendre en compte l'ampleur des difficultés psychologiques que la crise écologique pose. Il semble même que ces notions d'éco-anxiété, de détresse environnementale nous enferment dans notre capacité de pouvoir penser et conceptualiser de façon précise et pertinente les enjeux. Face à ces impasses, il y a un double travail qui me paraît important. C'est d'abord un travail, et en fait ça a traversé, je trouve, vraiment la journée d'aujourd'hui, de remise en question des modèles pour penser cette crise. En fait, la réplication du modèle, notamment du schéma post-traumatique, n'est pas pertinente pour rendre compte des impacts de la crise écologique. En effet, cette espèce de pensée en analogie, c'est-à-dire de stimuli-réponse appliquée à la crise écologique, peut paraître évidente sur le plan réflexif, mais elle est une vraie impasse
En effet, si l'on peut comprendre la pertinence de ce modèle pour des personnes qui ont vécu des traumatismes, par exemple les inondations à Valence, qu'en est-il pour des gens qui reçoivent ces informations sur leur smartphone, par exemple? Et en plus, cette question du traumatisme, elle met de côté un élément central, à savoir sa cause. En effet, cette crise vient interroger notre rapport à notre environnement, posant la question de notre implication et notre place dans cette crise. C'est d'ailleurs sous ce prisme qu'il me paraît pertinent de penser tous les phénomènes climato-sceptiques, non pas comme un déni de la crise climatique, mais plutôt comme un déni de son origine anthropocène. Les discours d'ailleurs climato-sceptiques sont toujours sur ça, ils ne dénient pas la question du changement du climat, mais plutôt sur la place que nous, humains, occupons dans cette crise. En gros, c'est pas nous, c'est la violence de la nature qui est au cœur de ces modèles de conception. Donc, dès lors, il nous apparaît que la remise en cause de ces modèles nécessite une deuxième tâche, et notamment pour se représenter la complexité de cette crise et en incluant beaucoup plus. Ça rejoint un peu ce que vous évoquiez là, toute la question des sciences humaines. Pour traiter et comprendre ce phénomène hyper complexe, il faut un modèle qui prenne en considération les différents niveaux d'implication biologique, psychologique, sociale, humain. Et comment comprendre la crise écologique si l'on ne prend pas en compte les mécanismes de défense individuels et collectifs qu'elle suscite? Comment analyser les idéologies et les discours qui empêchent les actions? Quelles sont les angoisses mobilisées par cette crise, etc., etc. Autant de questions qui impliquent des modélisations nécessitant une articulation entre ces différents niveaux. Donc c'est là que il me semble que la psychanalyse a une place à jouer par rapport à ça, et notamment l'enseignement en psychanalyse, parce que, notamment avec le paradigme de l'inconscient. En effet, le paradigme de l'inconscient, il paraît pertinent pour penser notre position et nos positions paradoxales et ambivalentes vis-à-vis de l'environnement. Comment le rapport entre principe de plaisir et principe de réalité est-il transformé par nos modalités de consommation contemporaines? Quelle est la place de la pulsion de mort dans nos conduites destructives de l'environnement et de la nature? Quels sont les processus défensifs mis en place pour faire face à cette crise? Autant de questions sur lesquelles la psychanalyse aurait tout intérêt à se pencher. Et donc, comme l'évoquait aussi mon collègue précédemment, il y a bien eu quelques textes historiques, notamment celui de Searle sur l'environnement, mais finalement assez peu de travaux. C'est vraiment, dans la psychanalyse, quelque chose d'assez peu étudié, même si il y a depuis maintenant quelques années quelques psychanalystes qui se penchent sur cette question. Donc Luc Magnan qui a étudié ça dans son ouvrage, les travaux d'Alexandre et de Marco sur la question du renoncement ou des angoisses, les travaux aussi dans la psychodynamique du travail sur la question du conflit éthique dans le travail, et puis même quelques groupalistes, notamment René Caès avec son ouvrage sur le mal-être. Mais force est de constater que la psychanalyse contemporaine n'est pas à la hauteur des enjeux systémiques de cette crise. Alors, comment comprendre un tel retard dans la prise en compte de ce phénomène? Alors, l'hypothèse que j'aimerais formuler et discuter là, c'est que c'est pris dans un héritage avec un clivage épistémologique que beaucoup de psychanalystes ont intégré, qui s'est cristallisé autour du débat entre la théorie du fantasme, donnant la prééminence à la réalité psychique, et la théorie de la séduction qui insiste davantage sur la réalité extérieure. Il me semble que la position de certains psychanalystes est de considérer la réalité sociale et environnementale avec une sorte de réprobation, car appartenant à la réalité extérieure et non à la réalité psychique. Et donc c'est à ce titre que les phénomènes sociaux ne concerneraient pas le champ de la psychanalyse. Et dans cette perspective, la crise écologique serait à étudier presque, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez certains psychanalystes, à étudier presque exclusivement comme une espèce de projection psychique, de modalité de fonctionnement psychopathologique, c'est-à-dire une espèce de vision paranoïaque ou masochiste du monde, enfin voilà. Bon, ce qui peut avoir sa pertinence pour certains sujets, mais ne prend pas en compte la question de notre position non pas face à la crise écologique, mais dans la crise écologique. Il m'apparaît que cette conception risque d'affaiblir bien évidemment la psychanalyse en ne prenant pas en compte et en n'assumant pas le travail de reconceptualisation qu'implique l'extension du champ de la psychanalyse, comme nous y invite la crise écologique, et qui met en tension le savoir analytique et l'amène forcément à évoluer.
Donc c'est un vrai chantier. Voilà. Ce changement consiste ainsi à appréhender pas seulement la crise écologique comme un phénomène extérieur que nous subissons, ce qui reviendrait à reproduire en fait le schéma du stress post-traumatique précédemment évoqué, mais également comme un phénomène résultant de notre modalité de fonctionnement psychique, comme je reprends l'article d'Alexandre de 2023, le miroir de nous-mêmes, d'une certaine façon. Et dans cette perspective, le clivage entre réalité extérieure et réalité psychique apparaît comme inopérante, menant à un double impasse, soit, ce qui a plusieurs fois été évoqué aujourd'hui, comme soit l'émergence d'angoisse d'effondrement insupportable, soit le déni avec toutes ses défenses. Ce qui apparaît plus pertinent est d'étudier les logiques de l'inconscient à l'œuvre dans la boucle perpétuelle entre réalité psychique et réalité extérieure. Par exemple, comment la société de consommation modifie l'équilibre entre principe de réalité et principe de plaisir et les mécanismes de défense qui y sont adjacents. Cette remise en cause du statut de la réalité extérieure dans la psychanalyse mène bien évidemment à réfléchir à la conception que l'on se fait et que l'on a de l'inconscient. Alors c'est intéressant parce qu'on n'en avait pas du tout discuté, mais ce terme de polytopie, je le reprends là dans la présentation, et notamment c'est un terme que René Caès évoque pour parler justement de l'inconscient comme l'inconscient polytopique, c'est-à-dire c'est pas seulement un travail intrapsychique, mais c'est un travail qui se fait aussi dans les interactions entre les individus, dans le travail intersubjectif, c'est-à-dire que c'est produit dans notre relation avec les autres, d'une certaine façon. Donc, ce qui va ouvrir en fait tout un débat, moi je trouve, sur la question de l'enseignement, effectivement, de comment est-ce que la psychanalyse et la psychologie clinique intègrent cette question de la crise écologique dans leur enseignement. Et donc, on a quelques billes, je pense, dans notre journée d'aujourd'hui pour commencer un peu à y réfléchir dans le domaine universitaire, mais pas que, dans toute la question justement de comment est-ce qu'on se transmet, on réfléchit à ces questions-là. Donc, premier point qui me paraît important, et ce qui pour moi est aussi un fil rouge de la journée, c'est la question des modèles. Donc la remise en question des modèles et non pas la réplication des modèles anciens par rapport à ça. Et un deuxième élément qui aussi, je trouve, est très présent dans notre journée, c'est la question de l'inter et de la transdisciplinarité, c'est-à-dire l'utilisation vraiment pour créer ces modèles de référence justement au transdisciplinaire. Et c'est ce que nous essayons du coup de faire, je pense, aujourd'hui dans ce colloque. Voilà. Bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Merci. Et puis je laisse la parole à Frédéric du coup. Oui, merci Philippe. Alors on s'était dit que pour conclure la journée, on ne ferait pas stricto sensu une discussion. Mais effectivement, par ailleurs, je partage ces éléments, mais plutôt une sorte d'ouverture en prenant en vol. Je voulais prendre au vol le déni comme défense dans ta présentation et ouvrir sur vraiment en 5 minutes sur 2 questions qui peuvent un peu ouvrir le champ. La première, c'est une question politique. Le déni comme défense. Peut-être vous avez vu un article de Stéphane Foucard dans Le Monde sur le fascisme et qui reprend une conférence qui avait été donnée par Umberto Eco, qui est reparue récemment, sur les 14 critères pour caractériser et identifier le fascisme. Voilà, il faut qu'on les apprenne par cœur maintenant, mais le nationalisme, le virilisme, le culte de la tradition, l'anti-intellectualisme et d'autres. Et ce qu'il proposait, c'était d'en ajouter un qui était l'écoscepticisme. Et effectivement, on a de plus en plus des mouvements politiques qui ont cette... Voilà. Première ouverture, vous voyez, très rapide, c'est sur ce déni comme défense, on a l'écoscepticisme comme moteur d'un fascisme moderne. Et puis le deuxième point, c'était plus sur la société de consommation que tu évoques, c'est ouvrir sur une question économique. Alors là, je vais vous demander de me suivre sur un raisonnement, on va le faire ensemble en quelque sorte. Je voudrais revenir sur le rôle de la publicité. On n'a pas forcément parlé aujourd'hui, mais il me semble que la publicité alimente, ou peut être une alimentation de cette défense, de cette défense par le déni. La publicité, c'est un phénomène qui apparaît justement avec la période industrielle,
quand l'offre excède la demande. Parce qu'il y a plus d'offres que de demandes, eh ben, il faut la publicité pour pouvoir écouler cette offre. Donc, ce qui rejoint peut-être les questions de capitalocène qui ont été évoquées aujourd'hui. Donc la publicité, c'est quand l'offre surpasse la demande. La publicité, d'une certaine façon, c'est le moteur ou c'est le carburant d'une société de la consommation. Donc de cette société de consommation, c'est un immense marché, la société des objets. Et finalement, je pense qu'on peut revenir à la réflexion de Jean Baudrillard sur la société de consommation, qui est très, je pense, qui nous aide à penser de ce point de vue-là. Ce qui donne, Jean Baudrillard dit, la société de consommation, c'est une société de l'abondance. Alexandre, tu l'as souligné ce matin. Et qu'est-ce que c'est que l'abondance? Ça se caractérise par quoi? L'abondance, c'est le surplus et le gaspillage. C'est-à-dire ce qui caractérise la société de l'abondance, qui fait que vous êtes dans l'abondance, c'est que vous avez le surplus ou le gaspillage. On est loin de ce que Gori, ce matin, Roland Gori nous a dit de cette exigence de survie. On est plutôt dans une culture de l'illimité. Tu cites et tu reprends les travaux de René Caes, donc, sur cette culture de l'illimité qui pourrait caractériser notre rapport avec l'environnement, en tout cas. Donc, la publicité, c'est pour placer les produits quand l'offre surpasse la demande. C'est le moteur de notre société de consommation, parce qu'effectivement, c'est l'abondance et c'est le surplus. Et Jean Baudrillard va un cran plus loin, il nous dit que la publicité organise aussi une contrainte sociale inconsciente. Ça, je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que ça passe aussi par une sorte qu'on pourrait cibler d'une exploitation psychique. Alexandre, tu l'as dit, aussi d'une marchandisation des demandes pulsionnelles pour opérer et réduire cet écart entre l'offre et la demande. Et je conclurai sur le fait que si cette exploitation est possible grâce à la publicité, on peut aussi en quelque sorte la démasquer, parce que ça, ce sont des travaux que j'ai menés sur le fait que finalement, il y a des publicités, parce que ça n'est pas la réclame, c'est autre chose. La publicité, on peut traiter la publicité comme une formation de l'inconscient. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes qui sont assez similaires sur le déplacement, la condensation, etc. Donc ça veut dire que la publicité, finalement, utilise et exploite notre psychisme et des désirs inconscients. Donc je pense qu'on a intérêt à travailler aussi sur ces questions pour, en quelque sorte, désamorcer ces mécanismes. Et pour conclure, souligner que la pensée, et faire en sorte que la pensée ne soit pas en ruine, pour reprendre Roland Gori. Et puisqu'on est devant les trois parcs, un magnifique tableau, le fait de ne pas couper le fil de la pensée. Voilà pour ce soir. Je ne sais pas si vous avez des questions, si on a encore le temps pour des questions. Alexandre fait peut-être, peut-être pas. S'il y a une question pressante. Merci. Merci. On vous remercie infiniment pour votre présence aujourd'hui et on vous souhaite en tout cas une belle soirée. On espère vous revoir pour d'autres événements. Vous pouvez à nouveau adhérer à l'association et également suivre sur LinkedIn nos activités qu'on essaye de mettre et d'actualiser au quotidien. Eh ben, je vais faire la même chose. Je vous remercie pour votre présence. On est vraiment très heureux de vous voir nombreux sur ces sujets émergents. Merci à tous les contributeurs qui ont pris beaucoup de temps pour travailler la question, beaucoup ou pas, enfin c'est pas le sujet, mais c'est du travail gratuit, c'est la psychologue du travail qui parle. Et donc forcément c'est beaucoup d'énergie déployée pour passer ce temps ensemble qui a été vraiment très intéressant et très riche. Donc merci pour votre présence et on va profiter ensemble d'un moment convivial. Merci à tous.